Bienvenue à TRF, Chronique, épisode 02. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre une tragédie, mais pas n'importe comment, en suivant à la trace les derniers mots laissés par une jeune fille. C'est une histoire terrible, l'histoire d'un adieu, qui nous est racontée à travers des messages qui n'auraient jamais dû être les derniers. Ces mots, ce sont ceux de Camélia, une lycéenne de 17 ans. C'est littéralement la dernière chose qu'elle a écrite à sa mère. Des mots simples, des mots d'amour, qui cachent en fait une détresse immense. Et ils ont été envoyés juste quelques instants avant que tout s'arrête. La question, elle est vertigineuse. Comment est-ce possible? Pour essayer d'y voir plus clair, il n'y a pas 36 chemins. Il faut suivre la piste qu'elle a laissée, ses messages, ses appels à l'aide, et surtout les réponses qu'on lui a données. Ou pas. On va donc se plonger au cœur de ces derniers échanges pour essayer de saisir ce qui s'est joué. Alors tout ça, ça se passe à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Une ville tranquille, un lycée, une vie d'adolescente qui a complètement basculé en l'espace de quelques heures à peine. Ce jour-là, Camélia commet l'irréparable. Un geste désespéré, final, qui vient mettre un point final à des semaines, voire des mois de souffrance. Une souffrance qu'elle avait pourtant essayé de dire, de nommer, parce que oui, Camélia se disait victime de harcèlement scolaire. Vous savez, cette violence sournoise, invisible, qui s'installe dans les couloirs, dans les regards, dans les rumeurs. Et face à ça, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle s'est tournée vers les adultes, vers l'institution qui est là, en principe, pour la protéger. Et c'est là que ça devient crucial. Ces toutes dernières heures, elles ont été marquées par des échanges avec l'administration de son lycée. C'est dans ces discussions, dans les mots qui ont été choisis, que se cachent sans doute les clés du drame. Les SMS qu'elle envoie à sa mère, c'est bien plus que des preuves. C'est un véritable journal de bord de sa détresse minute par minute. Chaque message est une pièce du puzzle. Et en les lisant, on se rapproche de ce qu'elle pouvait ressentir à ce moment-là. L'histoire de ces 2 derniers jours, elle commence un lundi, avec une rencontre qui, sur le papier, aurait dû tout arranger. Ça aurait dû être le début de la fin du cauchemar. Donc, le lundi matin, la mère de Camélia, inquiète, envoie une lettre au proviseur pour l'alerter sur le harcèlement. L'école réagit. L'après-midi même, le proviseur convoque Camélia et les élèves qu'elle accuse. Une confrontation est organisée. L'idée, c'est de mettre les choses à plat. Et juste après cette réunion, voilà ce que Camélia écrit à sa mère. Juste ces mots. Il était en colère. Pas « il a été à l'écoute », pas « il va nous aider ». Non, il était en colère. Ce simple message, il est glaçant. Il laisse entendre que la démarche de la famille n'a peut-être pas été vue comme un appel à l'aide, mais comme un problème à gérer. Le lendemain, le mardi, les choses ne se calment pas du tout. Au contraire, c'est comme si tout s'accélérait, d'heure en heure. Le compte à rebours est lancé. En fin de matinée, pourtant, il y a comme une éclaircie. Un bref instant où tout semble encore pouvoir bien se terminer. La mère de Camélia, qui pense que la situation est enfin prise en main, envoie un message pour rassurer sa fille. Vous lisez ça ? C'est un message rempli de confiance. La maman croit vraiment que le proviseur est en train de régler le problème, qu'il va protéger sa fille. À cet instant T, l'espoir est encore là. Mais voilà, à peine quelques heures plus tard, c'est le retournement de situation. Brutal. À 16h, Camélia est de nouveau convoquée. On la sort de son cours, comme ça, sans prévenir sa famille cette fois. Elle se retrouve seule, face à la direction, pendant une 30aine de minutes. Et là, voilà le message qui fait tout basculer. Il est 16h32. L'impensable se produit. La victime devient la coupable. L'appel à l'aide se transforme en accusation. On ne lui parle plus de la protéger, mais de la sanctionner. C'est un monde qui s'inverse. Et puis vient le coup de grâce. Il a dit que je me victimise. C'est la négation pure et simple de tout ce qu'elle ressent. L'adulte qui était censé la secourir est en train de lui dire que sa souffrance n'est pas légitime. À ce moment-là, elle est complètement seule. Moins d'1h30, moins de 90 minutes, après ce dernier message, après avoir écrit à sa mère qu'elle l'aimait. À 17h57, Camélia est déclarée morte. Après un drame pareil, après le choc, la douleur, vient forcément le temps des questions. Comment, pourquoi, qui est responsable de quoi? Pour tenter de faire la lumière, 3 enquêtes différentes sont lancées. 2 enquêtes judiciaires, une pour comprendre les causes exactes de la mort et une autre, très importante, pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Et en parallèle, une enquête administrative pour voir comment l'éducation nationale a géré la situation. La famille, évidemment, est dévastée, mais elle se bat pour avoir des réponses. Ils ont porté plainte. Une plainte qui vise directement le proviseur pour la gestion de la crise, mais aussi les élèves qui sont accusés de harcèlement. Ce qu'ils cherchent, c'est que les responsabilités soient établies.
celle des individus et celle de l'institution. Le rectorat, de son côté, a promis une enquête rigoureuse et objective. Les mots sont forts, ils sont importants. L'idée, c'est de comprendre toute la chaîne des événements, de comprendre les décisions qui ont été prises ou celles qui n'ont pas été prises et qui ont mené à cette issue tragique. Au final, cette histoire, l'histoire de Camélia, elle nous dépasse tous. Elle pose une question absolument fondamentale. Est-ce que l'école protège vraiment nos enfants? Est-ce que c'est toujours un lieu sûr? Ou est-ce que ça peut devenir un endroit où la détresse est ignorée? Pire, retourner contre celui ou celle qui souffre. Les derniers mots de Camélia, ils nous obligent à regarder ça bien en face.